Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui on va débriefer cette cinquième étape du Tour de France, peut-être un débrief un peu plus court que les dernières fois, parce que tout simplement on va parler de cette étape entre Lannemezan et Pau de 158 km 300 de 1395 mètres de dénivelé positif. Je pensais qu'on était plutôt à 1600 mais bon, un peu moins de 1400. On va évoquer ce sprint massif, première opportunité pour les sprinteurs sur ce Tour de France-ci. Et c'est la victoire de Olaf Koy pour la Décathlon Sama CGM. Alors ça peut paraître étonnant que Olaf Koy s'impose. C'est vrai qu'il n'y avait pas totalement de train, mais Olaf Koy surtout en très peu de jours de course, un peu plus d'une dizaine, 14 jours pour être précis depuis le début de la saison, de un tir sur le Tour de France. C'est quand même sa quatrième victoire, dont on en avait parlé une sur le Tour de Belgique où il bat Philipsen. Euh, Alors sa victoire, il bat Philipsen, mais surtout il bat aussi Merlier. J'ai plus parlé de Merlier et Guermey que... Non, Philipsen et Guermey que presque Merlier dans mon direct. Où je pensais d'ailleurs, et à ce moment-là, presque que l'on avait une chute, enfin la chute, où on a des sous la poussette, ça me faisait penser qu'on aurait pu y voir euh, Merlier. Pourquoi? Parce qu'on avait trois sous la poussette qui attendaient longtemps. Je me suis dit, est-ce que Merlier, si on voyait pas Edossa, alors c'était Van der Waal, je pensais qu'on avait plus une course à ce moment-là. Mais c'est Stuyven et Van der Berge qui sont tombés. Molinar a terminé mais va abandonner il me semble pour une fracture de la clavicule peut-être. En tout cas il a mis beaucoup de temps à repartir. Je pense qu'on même il aurait dû avoir un protocole de commotion pour D'ailleurs Molinar qui finit même pas dernier de l'étape à 7 minutes. Hein. C'est Arvin De Klein qui finit dernier. Bon, De Klein ne passe pas un pont d'autoroute donc c'était pas très étonnant de le voir en difficulté hier. Sprint dans petit comité avec des cassures. Donc de 14 secondes on retrouve Pogacar, Remco, Sexas, Pitcock, Carapaz, Del Toro, Jorgensen, Ayuso, Vingegaard dans ce groupe-ci. Et Torsten Trailmanon, on ne sait plus une mais 3 secondes qu'il faut entre deux groupes pour avoir une cassure. Mais on a eu également une très belle troisième place d'Oub Hart. Je m'attendais pas spécialement à voir le néerlandais à ce rythme-là pour l'Intermarché. Je me posais la question presque qui était le corps de l'Intermarché. L'auto-Intermarché qui a quand même réussi à faire quatrième de l'étape, ce qui est un bon score pour eux, enfin un bon résultat vraiment. Et surtout, malgré le fait qu'on avait Baptiste Westerhofer à l'avant de la course, qui a fait une très très belle étape. J'étais pas étonné ou surpris. Pour moi, il allait être à l'avant de la course. Ça a été le cas. On a eu un show Baptiste Westerhofer à l'avant pendant plus de 140 km. Le sanglier de Fouenan qui a tenté de partir à l'avant de la course. Le Breton qui a été le seul candidat à échapper. Même pas de corps de la Cararoual qui ont tenté de suivre de la Groupama MDJ. Pourtant, on pourrait dire que la Groupama, alors Clément Russo finit 13e. Bon, il y avait quand même intérêt pour cette équipe à tenter de partir à l'avant. Ça a été dur pour Romain Grégoire la veille où Ewen Costu, Martin en général, est assez limité, donc on aura pu tenter avec un Clément Russo ou encore avec un Lorenzo Germani par exemple, sachant qu'on a perdu aussi Clément Berthet pour cette formation. On met deux dans le cours dans le top 15 du côté de la Lotto Intermarché, mais assez compliqué du côté de la Groupama. Pour moi, ils auraient dû être à l'avant de la course très clairement. Mais on en reparlera d'une vidéo quelle solution apporter aux étapes de plat lors de la journée de repos, je la ferai. Pour tout simplement essayer de les redynamiser. Ce serait une vidéo de journée de repos. On a Anthony Turgis qui finit 9ème et premier français de l'étape. Mais c'est surtout avec son placement sec, c'est souvent un coureur qui va finir dans le fond de top 10 d'étape de place sur un Tour de France. Mais Anthony Turgis, c'est surtout un coureur qui excelle par ses capacités au placement sur les étapes de plat. Il nous l'a encore plus démontré dans un sprint assez houleux parce qu'on avait eu cette chute à 5 km, donc avant la zone sprint, où je rappelle la zone sprint, chaque coureur victime d'un incident mécanique ou d'une chute se replaçait dans le groupe dans le temps du groupe auquel ils appartenaient avant. Mais c'est vrai que du côté de cette étape, on a Milan Fretin également qui finit 8ème. Alors Fretin, bon, Warren Scholl 10ème, on a eu un gros travail de la NOX aussi de la Cofidis, mais les deux équipes qui ont fait le plus gros travail dans le final se sont faites enfermer. Surtout, bon, il y a quand même Turgis à ce moment-là, mais on s'est vraiment enfermé avec Coupart également du côté de Milan Fretin. On peut pas sprinter dans les meilleures dispositions. Pedersen, quant à lui, termine 7ème. Assez loin au moment de lancer son sprint, mais je parlais de Merlier, mais également de Philipsen, parce que Van Der Poel n'était pas là, pris dans la chute, qui a dû tomber assez devant. Je me suis dit, bon, Torchen était à un moment pas dans les meilleures positions, mais c'est vrai que quand tu as tous les favoris qui sont piégés par une cassure, alors on voit Jasper Philipsen, à ce moment-ci, le Belge finit à 5ème, devant William Girmay et Pedersen, donc il récupère quand même des points par rapport à ces deux rivaux aussi. Sur l'étape d'ailleurs, si on regarde le classement par points, juste sur la journée,
Il prend combien de points à l'arrivée? Il en prend 30, alors que Pedersen en prend seulement 24. 70 pour Lafcoy qui ne joue pas ce classement-ci, mais qui quand même, au niveau du maillot vert, se replace avec 70 points tout rond, donc tous les points de la victoire d'étape, dans le top 5. Et je rappelle qu'il y a des points UCI pour les 3 premiers à l'arrivée, enfin 3 premiers plutôt de ce classement à l'issue du Tour de France. Mais allez, fait un gros sprint parce que troisième, pas amené. Alors on sait qu'il peut se faufiler, mais là on n'avait pas Van der Berge, même bon, il y avait Van Baarle qui avait roulé, mais il manquait aussi un Stuyven. Donc forcément, quand tu es obligé de faire les 5 derniers kilomètres tout seul pour se replacer, pour être lancé, bah, c'est quand même un très gros sprint. Il revient un peu dans le final, enfin il revient un peu, oui, par rapport à Wout pour le dépasser, mais pas par rapport à Counter où la Sana a très bien lancé son sprint. On avait un Mike Tennyson qui était là. Et surtout un très bel encadrement autour et surtout une structure qui était bien organisée autour de Cantor. Alors le problème c'est que quand il lance son sprint, certes il met un petit peu de temps à lancer, mais surtout je trouve que quand il déclenche, il y a vraiment du mal. En tout cas on n'arrive pas vraiment à avoir une grosse explosion en termes de puissance à ce moment où il lance le sprint par rapport au Lavcoy. Au Lavcoy dans les meilleures dispositions. Alors il n'y avait pas trop de casse-bol à ses côtés, mais il va quand même chercher une victoire d'étape. Sa première victoire remportée sur un Tour de France pour sa première participation. Il avait déjà 3 victoires sur le Giro dans sa carte de l'an dernier, si j'ai pas de bêtises. Il s'impose à Viadena. Non, c'était et oui, à Rome aussi, oui, à Rome, j'avais oublié. Le lieu de ses 2 victoires l'an dernier. Pour moi, je me souvenais de c'est la Naples où il abandonne le lendemain, enfin il est non partant le lendemain parce qu'il était positif au Covid il me semble. Mais Lavkoy, il sait manœuvrer sans réel train. Il nous l'a démontré parce que c'est vrai qu'avant du côté de la Visma, bah, il fait le Giro en 2025, mais on a quand même un certain coureur qui remporte le général comme Simon Yates, donc forcément Santrail a quand même su bien se débrouiller sur le Giro. Ça aussi c'est son avantage. Pas besoin de réellement beaucoup d'équipiers, juste le casse-ball éventuellement d'Anoulo qui peut protéger Sexa et aussi l'aider en tout cas du moins pour le ramener. Mais oui, il était parfaitement placé dans la roue qu'il fallait, celle de Max Kanter qui a déjà fait un beau sprint parce qu'il arrive avec quelques mètres d'avance sur un Philipsen, un Germain ou un Petersen sur ce sprint-ci où effectivement chacun, c'est Petersen qui fait du sprint mais on s'était pas totalement livré parce qu'il était dans la dernière heure de course. Et puis Gate aussi a quand même été très fort. D'ailleurs, on a quand même 3 coureurs dans le top 20 pour la XS Astana. Alors, ils finissent à 7 secondes, mais Gaviria 17ème. Sauf que Gaviria, bah, c'est l'avant-dernier coureur qui fait le sprint. Parce que Bauhaus finit 18ème, on avait un moment des Bahreïn. Mais là, ouais, bah, Fernando Gaviria, c'est Caroual sur le Tour de France. Pour moi, ils auraient quand même pu être à l'avant de la course. Alors, ça, t'as Rosé Félix Parra qui peut faire une place au classement général. Mais pour cette composition de cette équipe espagnole, on peut voir qui est-ce qu'on a pu partir à l'avant. Mais peut-être Otrouba, qui a pas tant été que ça à l'avant depuis le début. Bah, ouais, ou Bergwick éventuellement. Nicolo, même s'il était avant la veille. Oldani. Oldani tombe. Mais c'est vrai que ça c'est compliqué. Enfin, moi j'aurais bien aimé voir au moins des cours de la Caroral à l'avant de la course. Mais on a dit gros sprint pour Tim Merlier qui remonte. Vraiment une grosse démonstration de puissance et de force du côté de Lavkoy, qui s'est pas laissé impressionner, surtout pour un début de saison qui était compliqué à la suite d'une maladie. Eh bien, on a vu toute cette rage de vaincre et cette détermination au moment où il a pu exulter à l'arrivée. Mais ouais, du côté de Lavkoy, magnifique victoire du côté du Néerlandais aujourd'hui. Enfin, hier, du coup, on voyait la vidéo. Un William Girmay qui a été moins bien lancé, mais pour William Girmay également, on avait le problème tout simplement du fait qu'il n'avait pas son train habituel, vu que normalement Jake Stewart doit le lancer, mais que Jake Stewart était tombé la veille, pas dans les meilleures dispositions, et du coup, bah ça a dû changer parce qu'il a moins l'habitude de peut-être pas l'avoir en tant que lanceur. Alors du côté de la Tudor, on a quand même 14ème Plymers, hein. On finit dans le top 15, on prend quelques points suivis, seulement 10, sans le moindre, enfin sans son coureur qui aurait dû jouer ce sprint. Et puis Dorian Godon, 15ème. Certes, il prend 5 points ici, mais c'est pas assez suffisant. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, vous pouvez le voir, il avait peut-être pas tant de coéquipier que ça. C'est ce qui m'a déçu du côté de la compagnie, parce qu'on pourrait quand même envoyer un Joshua Tarling, au-delà d'un Kevin Vauquelin, et même aussi un Tobias Foss, avec un Kwiatkowski, pourquoi pas, et un Filippo Ganna pour amener Godon. Si tu as beaucoup de gueule pendant son train, sachant que Tarling et Vauquelin s'étaient quand même sacrifiés pour lui sur Paris-Nice. Mais là, ouais, 15ème, on l'a très peu vu dans cet emballage final, en tout cas vraiment dans le dernier sprint. Alors je sais que sur le plat, il est peut-être moins rapide qu'un Merlier ou qu'un Coy. Mais quand même 15ème, on pouvait s'attendre à mieux pour lui.
Bon, du côté de la Geco, Ackerman finit dans le top 15, hein, mais oui, pour Ackerman, c'est pas un sprint non plus si dingue que ça. Dans un sprint où on a à peine 19, dont 2 à Astana, 20 coureurs, pardon, dont 2 à Astana. Je dirais qu'on est quasiment incapable réellement de. Enfin, on est incapable, on finit pas dans les 10. Mais on a quasiment pas vu la Jayco aussi. Ça, c'est quand même assez intriguant de ne pas voir forcément cette équipe. Alors, Michael Matthews finit en tout dernier d'étape. Mais en ce qui le concerne, c'est vrai qu'il finit loin. Ah, mais ouais, j'ai parlé de Gaviria, Bittner. Bon, ils finissent assez loin, fond de top 10. Même Bittner, on avait un moment quelques cours de la pique-nique. Mais je pense que du côté de la pique-nique, on a quand même pu tenter d'envoyer un homme à l'avant de la course. Parce qu'avec Bittner, bah, c'est quand même pas une assurance tout risque. Parce que voilà, c'est vrai qu'il abandonne au 4 jours un cap en étant pas au départ de la première étape. Parce qu'il abandonne sur Paris-Roubaix et sur la classique Dunkerque. Classique Dunkerque où il est blessé, que c'est une incertitude pour le départ sur Tour de France. Presque. Mais oui, bah, sa dernière course qu'il avait terminée avant le Tour de France, c'était le 8 avril et c'était le Schelge Pride, donc le Grand Prix de l'Escaut, qu'il avait fini deuxième. Il a marqué combien? 200, non, 485 points ici en 25 jours de course cette saison pour Pavel Bittner. Mais c'est vrai que du côté de la formation DSM, on n'a pas grand-chose à tenter à part peut-être ce sprint et les échappées pour donner un peu de visibilité du baume au cœur et lancer une dynamique pour cette équipe. Mais le seul qui a été avant la course a été un Baptiste Westrhofer qui nous a fait un sacré numéro. Alors, on a vu quelques belles images en termes de public, on a vu les trois mousquetaires sur le bord de la route. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème toujours sur ces étapes. Pourquoi on a. Déjà, on ne trouve pas de solution du côté d'ASO. Mais beaucoup d'équipes n'ont pas envie d'aller avant la course, même du côté de la Total Energy. Alors, certes, ils ont été très offensifs depuis le début. Peut-être qu'un Baptiste Lebert aurait pu tenter, éventuellement. Même la Tudor, parce que oui, on peut se dire du côté de la Tudor, on a Arvin Klein, mais du côté du classement général, on n'a plus personne. Alors, pour les victoires d'étape à l'avenir, on pourra tenter d'envoyer un Julien Lafille, même si sa saison est très compliquée, qui ne semble pas être pour le moment, je dis bien pour le moment, au top de sa condition. Mais même du côté de cette formation-ci, bah, Tudor, il y aura du coup un Storer qui jouera la victoire. Mais moi, ce qui m'inquiète effectivement, c'est que bah, on aurait pu envoyer un Marco Haller, pourquoi pas à l'avant de la course, ou Plummer. Alors, Plummer fait une place, mais Arvin Klein, on savait qu'il n'allait pas passer cette étape-ci. Je suis même pas. Alors, est-ce qu'il terminera dans les délais aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'Arvin De Klein, on le sait, qu'il n'aime pas la montagne et qu'il a du mal à passer des ponts d'autoroute. Et aujourd'hui, sur les premières difficultés de journée, même sur la seule répertoriée, il a été distancé. Alors, il était attendu par Marc Kohler. Il a quand même été résigné très tôt. Et oui, c'est pas une bonne indication pour lui. Après, du côté de Pedersen, est-ce qu'il a été assez seul dans le final? Je pense que bah, il y avait peut-être un équipier, mais je le trouvais un peu seul. Ouais, c'était peut-être Quinn Simmons qu'on voyait pas mal à un moment. Mais c'est vrai que du côté de Pedersen, on finit assez loin. Alors, il a peut-être moins de points de vitesse qu'à une époque. Le système c'est pas assez bien pour lui. Forcément, il perd beaucoup de points sur certains de ses rivaux. Alors, du côté de la formation. Enfin, du côté du classement par équipe. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne met que 16 équipes à l'arrivée. Mais c'est toujours la Lidl Trek. Avec 30, plus de 30 minutes d'avance sur l'AUAE. Mais qui récupère 2 places. Mais 19 minutes sur la Red Bull Bora 11 Greux. Donc toujours un petit break d'avance pour cette formation-ci. Du côté du maillot à poids, Alex Baudin a pris un point. Bon, il a quand même fait un petit sprint par rapport à Molinard, mais voilà, il a pris ce petit point-ci. Donc 3 points d'avance sur Molinard pour Alex Baudin. Petit point, comme on l'a dit, un petit point ce jour-ci. Également, bah, on l'a dit, hein, pour Baptiste Westrhofer, plus de 2000 km en échappé depuis le début de ce Tour de France. Mais ouais, bon, Baudin reprend point, sachant qu'il y en a un 38 aujourd'hui, c'est quand même quelques points d'avance sur certains coureurs. Du côté du général, Juste Van Edveld perd 3 positions avec une cassure. Il passe de la 17e à la 20e place au classement général, mais très peu de changements. Peut-être que Jordan Giga tire à l'avant aujourd'hui. Tout dépend. Visiblement, on a quand même un plan qui est annoncé du côté de la UAE, qu'on va essayer de respecter pour aller à l'avant de la course. Du côté de la UAE, on a l'ambition très clairement d'aller montrer son territoire, comme on l'a dit avec Pogacar, essayer de faire une décision et de faire un peu exposer beaucoup de favoris. Mais oui, du côté de cette équipe, je pense qu'on va vouloir attaquer. Peut-être qu'une échappée peut quand même aller au bout parce que c'est vrai qu'il y a le faux plat du côté de Gavarni. Et oui, il y a le Tourmalet et l'Aspin, mais est-ce que ça se prête réellement à faire beaucoup d'écart? Peut-être, comme on le voit du côté de cette équipe UAE. On va quand même se faire un point du côté du maillot blanc. Bon, il n'a pas changé le classement toujours, et surtout du côté du maillot vert.
Alors, je vous parlais quand même que j'allais parler des audiences du tour aujourd'hui, mais je suis un peu pris par le temps parce que j'ai tourné table du temps ou en temps réel aujourd'hui, donc on se parlera de ça demain. Comme ça, on fera un bilan des 6 premières étapes qui sont où il y a pas mal de choses à dire du côté des audiences du Tour de France. Mais 143 points pour Mads Pedersen, qui en a pris 40 sur la journée, dont on l'a dit 24 à l'arrivée et 16 au sprint intermédiaire. Canter, belle opération. Alors, il en a pris 70 sur l'étape. Est-ce qu'il en avait déjà avant Canter? Il en avait déjà 7. Alors, Guilhermet est deuxième anneau à 79 points. Pedersen qui a quand même un petit break d'avance largement même. Si on regarde en termes de classement pour Mads Pedersen, parce que Mads Pedersen pour le moment en termes de classement, attendez, c'est combien? 43, 63 points d'avance. Pardon, attendez, 64 points d'avance sur Benyam Girmay. 64 points. Après, au niveau du sprint intermédiaire, il finit devant Girmay. Donc, oui, à l'arrivée, les deux, ça finit à une place d'écart. Donc, c'est match nul en termes de place entre les deux. Donc, toujours 64 points d'avance. Mais 73 d'avance sur un Jasper Philipsen aussi pour Mads Pedersen. Donc il a encore pas un trou qui s'est creusé. Peut-être qu'on le verra tenter de partir à l'avant aujourd'hui. Ce qui pourrait être intéressant pour lui pour tenter de réduire l'écart, en tout cas d'augmenter plutôt l'écart avec ses autres adversaires. Le sprint intermédiaire, il sera pointé un peu avant le kilomètre 60. Mais ça pourrait être lui qui est en train d'aller à l'avant de la course, pourquoi pas, pour essayer de prendre des points. Bon, debrief, vous l'aurez compris, un peu plus court que d'habitude. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine, ciao.